Podcast. En contact avec Ipto. Les secrets des rois du phoning et de la télévente. Le télémarketing est né dans les années 50 aux États-Unis. Dans le monde, des milliards d'appels sont émis tous les jours. Mais certains télévendeurs performent mieux que d'autres. Comment font-ils ? Quels sont leurs secrets ? Dans notre série de podcasts et de vidéos, vous allez découvrir pourquoi le phoning demeure un canal de vente incroyablement efficace et quels sont les outils de ces télévendeurs de génie. On vous dit tout. Mais d'abord, un grand merci à Ipto, partenaire de cette enquête. Leader européen de la fourniture de leads intentionnistes, Ipto vous permet d'optimiser l'efficacité de vos campagnes de télévente. Moi, je suis Bruno Durieux, je suis le directeur commercial de Altaéthique. J'arrive de Saint-Étienne à la base. Et bon, je ne vais pas te raconter toute ma vie, hein, mais je suis passé par Paris, par Besançon, un peu par Genève et Marseille maintenant, où je suis depuis 20 ans. Un Stéphanois. Un Stéphanois. Fan de foot? Ouais, bof, pas trop. Pas trop. Né à Saint-Étienne, Ouais. études à Saint-Étienne. Né à Saint-Étienne, études à Saint-Étienne, et puis après, la vie t'emmène, tu connais ça, la vie t'emmène partout. Va où le vent te mène. Exactement. Va où le vent te mène. Alors tu démarres dans le phoning à quel âge et pourquoi? Comme tout le monde, pour gagner ta vie. Exactement. En fait, j'ai eu la malchance de perdre mon papa très jeune, et il a fallu que je travaille. Et le premier travail, tu sais, à l'époque, il y avait les petits journaux, les journées de petites annonces. Et il s'appelait, je crois, Bonjour à l'époque, ou le 69 avant de s'appeler Bonjour. J'ai répondu à une annonce, j'ai téléphoné. Je suis tombé sur une dame très stricte mais très gentille qui m'a mis le pied à l'étrier. J'ai commencé ma carrière dans le phoning, en B2B. Mes premiers appels, c'était de la prospection téléphonique pour une société qui proposait des panneaux à messages variables. Tu sais, avec des petites... C'était pas des LED à l'époque, c'était des... si, c'était peut-être des LED d'ailleurs. J'ai commencé comme ça. Non, j'ai fait des études de droit. Et puis, comme je te l'ai dit, mon papa étant décédé assez tôt, il a fallu que je travaille. Donc, j'ai fait des études de droit. Après, j'ai fait des études de commerce. Et puis, au sortir de ces études-là, je me suis dit, il faut vite que je bosse, quoi. Et tu sais quoi, j'étais même pas en CDI ou en CDD, j'étais vacataire à l'époque. Ouais. Vacataire, c'est-à-dire que tu travaillais, il n'y avait pas de boulot, tu partais, tu n'étais pas payé, voilà, c'était fini. Voilà, voilà, je commençais comme ça. Je suis formé par les équipes, par la responsable de site, et puis petit à petit, les choses se font naturellement d'elles-mêmes. On était une toute petite équipe, tu sais, alors les outils informatiques, ils étaient très simples, hein. Tu avais un PC, tu avais l'annuaire sur le PC, et tu avais ton téléphone fixe à l'époque, avec le casque branché au téléphone fixe, et tu composais ton numéro. Voilà. Il n'y avait pas d'outils CRM, il n'y avait rien de tout ça. Et dès que tu décrochais un rendez-vous, c'était de la prise de rendez-vous à l'époque, dès que tu décrochais un rendez-vous, tu faisais un petit commentaire sur une fiche que tu imprimais et que tu donnais à la responsable de centre. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Problème, les gens décrochaient à l'époque, mais ils décrochaient facilement et ils t'écoutaient. Ils t'écoutaient. C'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on est tellement sursollicité dans tous les sens. À l'époque, les gens t'écoutaient et ils te coupaient pas la parole. Et même au contraire, ils te disaient excusez-moi de vous couper la parole ou excusez-moi, je vais vous couper. C'était vachement mieux. J'ai la chance, c'est que là où le bureau où j'étais, où je téléprospectais, était à côté du bureau du président de la boîte, qui gardait la porte de son bureau ouverte tout le temps. Et je sais pas, naturellement, avec mes collègues, on se motivait les uns les autres. Et ça lui a plu. Un jour, il m'a fait venir dans le bureau, il m'a dit, on va agrandir, on va grossir, on va déménager, on va avoir d'autres projets, on va rejoindre un groupe. Je vais vous embaucher comme superviseur.
Alors à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était, hein, superviseur, tout ça, et tu n'allais pas sur Internet pour voir ce que... Tu ne demandais même pas à ChatGPT, hein, qu'est-ce que c'est un superviseur, voilà. Donc ils m'ont formé et je suis resté, je crois, 2 ans dans cette structure. Je suis passé superviseur et après j'ai continué dans le métier de la supervision, dans le métier de la relation clientèle et dans la supervision et je suis passé chez qui? Un petit peu chez Mati, le bijou, tu sais, les bijoux à Besançon. Je suis revenu à Lyon chez Thiriet, où j'ai dû rester 2 ans ou 3 ans. Je suis parti un petit peu chez Trois Suisses, quelques mois à Marseille. Et puis, enfin, là, c'est vraiment un résumé de mon parcours, hein. Et puis, chez Trois Suisses, c'était, tu sais, au moment où les centres d'appel fermaient et où on commençait à... C'était en 2008. Ça commençait à être un peu compliqué. Et je suis rentré chez Altaïtic. Ah, je me suis pris des tôles, mais je me remettais en question. T'avais des mots, puis j'étais un peu encadré. Il y avait il y avait une formatrice qui nous écoutait, qui était là et qui te corrigeait, qui te disait t'emploies pas tel mot, t'emploies plutôt telle phrase. Tu sais, il y a des mots positifs, il y a des phrases positives, il y a des attitudes positives. Ouais, les mots barbelés, hein, les mots noirs à l'époque, les mots interdits. Et donc qui te forme, qui te reforme, qui t'écoute, qui te dit là c'est bien. Et puis toi-même, tu t'adaptes, tu te remets en question, tu adaptes ton discours. Et au bout d'un moment, quand tu es au bas de la pyramide du matin où tu n'as pas tes rendez-vous, tu deviens fou. Tu dis, là, tard, il est 9h30, il est 10h, il est 11h, j'ai pas de rendez-vous. Et là, tu pètes un câble. Et puis tu te remets vraiment en question, et puis petit à petit, ça marche. Premièrement, la constance, euh, l'acharnement, la remise en question. C'est-à-dire que, ok, tu as une façon de faire, mais ta façon de faire aujourd'hui, elle est peut-être pas bonne. Faut s'adapter en fait. Façon de faire, l'adaptation et l'adaptabilité. C'est-à-dire que tu t'adaptes à la personne que tu as au téléphone en face. Tu as des gens qui vont échanger avec toi, qui vont discuter. Tu en as qui vont être très directifs, qui vont être très déstabilisants. Il faut savoir s'adapter à chaque conversation. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu réussir et que j'ai pu y arriver. J'ai complètement découvert ça naturellement. Ouais. Naturellement. On ne me l'a pas appris. À l'époque, si tu veux, Manuel, notre métier, le métier de la téléprospection ou le métier du téléconseil, de la télévente, il n'y avait pas vraiment de formation qui est proprement dite, si tu veux, à proprement dite. Tu apprenais sur le tas, tu avais un bagou, c'était un boulot de commercial, tu avais un peu de bagou, tu avais une façon correcte de t'exprimer, tu apprenais sur le tas et tu faisais. Ouais. Tu n'avais pas vraiment de formation. C'est après qu'il y a eu tous les outils de formation, il y a eu tout le parcours de formation qui s'est structuré, et tant mieux d'ailleurs. Mais à l'époque, il n'y avait pas tant de formation que ça. Tu poses les questions, comment vous êtes organisé, est-ce que c'est des choses qui pourraient intéresser votre direction, puisqu'en plus, à l'époque, notamment sur les panneaux à message variable, on s'adressait à des collectivités ou à des grands groupes. C'était quoi les panneaux à message variable? En fait, tu sais, c'est les panneaux de ville, oui, municipalité, ouais, c'était les panneaux de ville, c'était les panneaux d'affichage des prix de l'essence dans les supermarchés, notamment. C'était les panneaux d'autoroute, l'autoroute fermée, attention, bouchon, c'est des choses comme ça. C'était une niche, hein, c'était pas évident, hein, d'obtenir des rendez-vous là-dedans. Je me souviens surtout en fait, de mener une espèce de travail d'enquête, c'est-à-dire que tu appelles, mettons, une succursale, une filiale, et où on te dit ah non, c'est pas moi, c'est pas nous qui décidons, ça se passe au siège, et où tu as l'audace de demander le numéro du siège, et tu appelles le siège, tu arrives à passer la barrière de l'accueil, et tu arrives à passer la barrière de la secrétaire qu'on te passe, et tu as le responsable, dirigeant ou autre, et tu obtiens ton rendez-vous. Je me souviens de ces situations-là qui sont arrivées plusieurs fois. Il y a une forme de satisfaction. Après, au niveau des échecs, c'est... D'avoir passé les barrages. Ouais. Au niveau des échecs, c'est tous les raccrochages. Tu es en train de parler, bam, le téléphone raccroche, tu sais que c'est perdu, que c'est fini, et que tu n'auras pas une seconde chance de faire une deuxième bonne impression. Tu vas avoir une prédisposition, je pense. Chez certains, tu as quand même une prédisposition. Tu vois que tu as des personnes qui sont résilientes, tu as des personnes qui vont y arriver, mais tu vas avoir de bonnes surprises aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes sur lesquelles on n'aurait pas misé, sur lesquelles on n'aurait pas misé,
Mais en fait, si. C'est des personnes qui se révèlent petit à petit, tu sais, qui montent en Des compétences, dizaines. qui montent en puissance et qui s'avèrent être d'excellents télévendeurs, d'excellents téléconseillers. L'accueil du nouveau télévendeur, nouveau téléconseiller, déterminant. C'est-à-dire que c'est lui qui va déterminer le fait que le nouveau collaborateur va se sentir bien, va se sentir à l'aise, va prendre en confiance, déterminant dans la formation et dans le fait que le téléconseiller ou le télévendeur, enfin le collaborateur on va dire, va commencer petit à petit à performer et à se, tu vois, à prendre un petit peu d'aise, pardon, et à avancer, déterminant. Pour moi, déterminant. Il y avait tout. Tu avais de tout. Tu avais des gens qui étaient là par hasard, parce qu'il fallait bosser, il fallait remplir le frigo. Tu avais des étudiants, tu avais, premièrement en termes de pyramide des âges, tu avais tout le monde. Tu avais des gens de 45, 50 ans et tu avais des gens de 20 ans et des gens de 30 au milieu, de tous univers différents. Des gens qui avaient 40 et quelques balais et qui avaient un petit peu roulé leur boss et il y avait eu quelques petits accidents de parcours et puis tu avais C'était plus fréquent qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'accidents de parcours sur les plateaux à l'époque. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Des repris de justice, des gens qui avaient divorcé 3 fois, qui C'est devaient vrai. se refaire. C'est vrai. Ouais. Il y avait une ambiance extraordinaire. Alors cette ambiance, tu peux encore la retrouver quand même, parce que je trouve que, tu vois, nous, sur nos plateaux à Marseille, on fait beaucoup d'insertions, et en fait, tu as des personnes qui, après quelques accidents de parcours, des accidents de vie, mais qui sont plus brutaux qu'auparavant, c'est-à-dire que tu as des maladies, tu as vraiment des gens ou des femmes qui ont subi des violences conjugales, tu retrouves ces accidents de parcours, des gens qui ont besoin de se reconstruire. Et je trouve que c'est bien d'accompagner ces gens-là, c'est bien d'accompagner l'humain en général, mais c'est bien d'accompagner ces gens dans leur reconstruction, de les rassurer. Tu parlais de la stratégie pour lever les barrages. Si on résume, quel est le poids du fichier, de la qualité du fichier ou de la base de données dans la téléprospection Si tu veux réussir, si tu veux cramer toute une équipe, t'as qu'à leur donner un fichier qui est complètement pourri, et tu es sûr que ton équipe, Elle est cramée. elle est foutue. Le fichier, il est hyper important. La fraîcheur de la donnée, elle est hyper importante. Parce que d'elle va découler toute la suite. La facilité de contact, la facilité de prise de rendez-vous. Si tu t'adresses aux mauvais interlocuteurs, ça peut arriver sur un fichier, il n'y a pas de souci, parce que un fichier, une entreprise, c'est une structure vivante, donc effectivement, le décideur peut avoir changé de poste ou avoir quitté l'entreprise, il n'y a pas de souci. Mais si à chaque fois, à chaque coup de fil, tu te prends une porte et on te dit non, c'est pas lui, c'est plus moi, c'est machin, et tu tombes sur des numéros qui ne sont plus attribués, mais c'est plus possible. Tu perds ton équipe. Poser sa voix, c'est quelque chose de déterminant, je trouve, dans un échange téléphonique. Un peu d'empathie, ça fait pas de mal. Un petit peu de sourire, je crois qu'on en a tous un peu besoin. Un peu de prosodie, effectivement. Les heures d'appel, tu me disais. Oui. Alors ça dépend, si c'est du B2B, tu peux appeler, je veux dire, n'importe quand, mais tu vas éviter le vendredi après-midi et tu vas éviter le lundi, par exemple. Quoique avec le télétravail maintenant, le mercredi c'est peut-être un peu délicat aussi. Bon, bref. Si tu appelles du B2C, bien évidemment, tu le fais. Ça dépend aussi dans le B2C à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à des populations retraitées ou plutôt âgées, tu vas le faire juste avant midi et tu vas pas le faire en tout début d'après-midi parce qu'ils ne sont pas dispo. Le B2C, tu vas plutôt l'appeler, ouais, effectivement, plutôt en fin de journée. Effectivement, il faut aimer les gens, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit parce qu'effectivement, tu vas t'adresser à tout type de population. Donc, il faut avoir une forme d'ouverture d'esprit, effectivement, pour savoir que tu vas t'adresser à, ouais, comme je le dis, pardon, à tout type de population. Donc, ouais, il faut avoir une forme de curiosité. Moi, c'est venu grâce à mon expérience et au fait que j'ai un petit peu voyagé partout en France, essentiellement, et que je pense que j'ai une forme de curiosité aussi de l'autre, de la connaissance de l'autre.
Je pense pas que ça vienne de mon enfance, puisque j'ai eu une enfance totalement, enfin complètement normale, on va dire. Ouais, donc non, je pense que il y a une forme de curiosité naturelle chez moi qui a fait que je m'intéressais aux autres et que je m'intéresse toujours aux autres. Je passe beaucoup de temps au téléphone pour effectivement prospecter, mais au-delà du téléphone, maintenant il y a un outil, il y a d'autres outils qui te permettent de prospecter. Il y a beaucoup de temps sur LinkedIn, mais je passe beaucoup de temps au téléphone aussi avec des clients pour simplement savoir comment ça va, comment ça se passe, pour faire des points réguliers. La visio a un peu transformé les choses maintenant. Ouais. C'est plus le téléphone, c'est vrai qu'on fait plus de visio. Mais oui, effectivement, l'oral reste encore important. Tiens bon, parce que c'est un métier qui peut t'apporter beaucoup, c'est-à-dire que j'en suis un exemple, c'est un métier qui m'a... Gagner 1 million d'euros par mois, c'est pas beaucoup de gens. Oh, ça va toi. Non, c'est un métier qui m'a donné beaucoup, c'est-à-dire que j'ai commencé sans rien connaître comme téléprospecteur et je suis actuellement directeur commercial, et peut-être demain plus, j'en sais rien. Donc tiens bon, sois curieux, renseigne-toi. Aujourd'hui, on a des outils qui sont merveilleux, on a Internet, tu as ChatGPT, renseigne-toi, sois curieux de l'autre, sois curieux de ce que tu vas vendre ou de ce que tu vas proposer, essaye d'aller plus loin, et puis remets-toi en question sur ton argumentaire, tes contre-argumentaires, sur tes objections, voilà.